Merci d'avoir choisi Cône TV pour cette nouvelle randonnée informative ce jeudi 22 mai 2025. Dans un contexte de montée des menaces sécuritaires sur le continent africain, le Bénin et l'Afrique du Sud consolident leur partenariat stratégique. Une rencontre de haut niveau s'est ouverte ce mercredi à Cotonou pour approfondir leur coopération militaire et explorer de nouvelles pistes de collaboration. Chante Flotti. La troisième session de la commission mixte militaire Bénin-Afrique du Sud s'est ouverte ce mercredi 21 mai 2025 à Cotonou. Pendant 3 jours, les délégations des deux pays plongent sur le renforcement de leur coopération en matière de défense, la lutte contre les menaces asymétriques et la consolidation de la paix sur le continent. Le capitaine de vaisseau Régi Aouya, directeur de la coopération militaire, a exprimé son espoir de voir émerger les actions concrètes. La chef de la délégation sud-africaine a pour sa part salué la solidarité du partenariat né de l'accord militaire de 1994 et réaffirmer la capacité de l'industrie de défense sud-africaine à soutenir les armées africaines. La session prévoit un bilan de la coopération et une évaluation des besoins en formation. Instauré par la loi organique de 1991 et réformé par la loi numéro 2024-26 du 17 juillet 2024, le Conseil économique et social CES est un organe consultatif à plusieurs missions essentielles. À ces prérogatives s'ajoutent de nouvelles. À quoi retourne tout ceci? Suivons les explications du président 7e mandature du CES, Conrad Baguidi. Désormais, nous sommes la seule institution qui avons notre prolongement dans les différents départements. Et à ce titre, nous sommes porte-parole de l'ensemble des institutions dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire donc pour descendre jusqu'à la base auprès des populations, mais pour remonter au plus haut jusque dans les institutions et leurs différentes présidences. Nous avons une mission de saisine parce que le chef de l'État souhaite que nous travaillions sur des sujets et nous nous mettons au travail pour répondre à cette demande. Mais nous avons également la possibilité de nous autosaisir de sujets qui nous importent dans la société pour pouvoir faire des recommandations auprès du chef de l'État avec la possibilité que cela influence les politiques publiques. Nous avons également comme mission de pouvoir réagir sur l'exécution de programmes ou projets, par exemple le PAG, sur son exécution, ou des lois qui peuvent être prises par l'Assemblée nationale. Nous avons également le devoir, ou du moins on a l'attribution qui consiste à nous adresser avant donc le vote de loi, lorsqu'il s'agit de lois qui concernent le secteur, tous les aspects de l'économie et du social. Nous avons également à toutes ces missions-là 2 nouvelles missions qui nous ont été rajoutées dans le cadre de la nouvelle loi organique donc de juillet 2024. Et là, la loi nous donne plein pouvoir pour aller donc auprès des populations afin de leur permettre de s'imprégner des lois qui sont votées ou décrets ou décisions qui sont prises par les différentes institutions de la République. De la même manière, nous avons également comme mission de pouvoir remonter les informations, les attentes de nos populations auprès des différentes institutions afférentes et également auprès du chef de l'État. Et enfin, nous avons comme mission de contribuer à la cohésion sociale de notre pays. Mais pour faire cela, nous avons besoin que nos différentes entités puissent fonctionner avec beaucoup de souplesse. Rebondissement judiciaire dans l'affaire du parti Le Libéral. Le président du parti, Richard Boni-Orou, ainsi que 2 agents du ministère de l'Intérieur ont été placés sous mandat de dépôt par la Criette au petit matin de ce jeudi. Ils sont poursuivis pour corruption présumée dans le processus d'obtention du récépissé provisoire du parti. Explication.
Le président du parti, le libéral Richard Boni-Orou, et 2 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont été placés sous mandat de dépôt par la Criette tôt ce jeudi 22 mai 2025. Ils sont poursuivis pour corruption dans l'obtention du récépissé provisoire de ce parti. Selon le procureur spécial Mario Metonou, Richard Orou aurait promis 12 millions de francs CFA et versé 7 millions en 3 tranches au directeur des partis politiques. Ce dernier admet avoir reçu 5 millions. Tous ont été auditionnés par le parquet, le juge d'instruction, puis le juge des libertés qui a ordonné leur détention. Le dossier est désormais dans les mains de la commission d'instruction. Les avocats des prévenus, dont Maître Ayodele Aounou et Maître Hissène Yovogan, assurent leur défense. Les faits sont qualifiés de corruption d'agents publics passible de 5 à 10 ans de réclusion criminelle selon le code pénal. La femme de Boni-Orou est libre mais sous convocation. À Zanyilando, 2 fillettes séquestrées et à Zundja, une autre violée par le compagnon de sa mère. Derrière ces drames, l'Institut national de la femme s'est engagé pour la justice des victimes et les condamnations sont tombées. Retour sur les récits des faits avec Flo Dinou, secrétaire exécutive de l'INF. À l'audience de la Criette, plusieurs dossiers suivis par l'Institut national de la femme qui était aux côtés des victimes d'abus sexuels ont été vidés. Dans ce numéro, intéressons-nous pour commencer à l'affaire ministère public, Institut national de la femme et victimes, contre Donald Aïssegbe. Les faits y afférents se déroulent dans la commune de Zanyilando, département du Zou. 2 fillettes vivent près de leur tutrice. Le vendredi 7 juillet 2023, elles ont constaté une perte de 2000 francs CFA dans leur recette journalière de vente de condiments. Se lamentant au chemin, elles rencontrent le sieur Donald Aïssegbe qui leur propose de payer les 2000 francs en échange de faveurs sexuelles. Sur cette promesse, il a gardé les victimes 3 jours durant dans une cabane abandonnée et pendant tout ce temps a abusé d'elles. Il les a par la suite abandonnées au bord de la voie comme des malpropres, sans avoir honoré sa promesse de payer les fonds manquants. Le 29 novembre 2023, le sieur Donald Aïssegbe a été condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme, 1 million d'amende, 300 000 francs pour les victimes et aux francs symboliques pour l'Institut national de la femme. Ce dernier et le ministère public ont relevé appel de la décision. Tranchant en 2e instance, la Criette a retenu l'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 13 ans contre le sieur Donald Aïssegbe. Ce dernier a été condamné à 10 ans d'emprisonnement, dont certes ferme, 1 million d'amende, 300 000 francs pour les victimes et aux francs symboliques pour l'Institut national de la femme. Dans un registre similaire, la Criette s'est prononcée sur l'affaire ministère public, Institut national de la femme et victimes contre Frimas Akpovo. Dans cette 2e affaire, la victime, âgée de 11 ans, vit avec sa mère qui est remariée. Le drame se déroule à Zundja, dans la commune d'Abomey-Calavi, département de l'Atlantique. Concubin de sa mère et donc son beau-père, le sieur Frimas Akpovo profite des moments de sommeil de la petite fille pour abuser sexuellement d'elle. Celle-ci, inquiète de la réaction de sa mère, s'est confiée à son père en lui relatant les abus dont elle a été victime. Le 19 juin 2024, le sieur Frimas Akpovo a été condamné pour atteinte sexuelle sur mineur de moins de 13 ans, à 10 ans d'emprisonnement ferme, 1 million d'amende pour la victime et aux francs symboliques pour l'Institut national de la femme. En appel, la condamnation à 10 ans de prison ferme a été purement et simplement confirmée. Que retenir? Ces 2 affaires mettent en lumière que des cas de violence sexuelle sur mineurs
prospèrent dans le cercle familial ou dans le voisinage immédiat, avec des agresseurs vivant généralement dans le proche entourage des victimes. L'agresseur est souvent dans l'entourage de la victime. Soyons donc prudents et surtout en cas d'agression, n'hésitons pas à dénoncer. En République démocratique du Congo, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est dans le viseur de la justice. Il est soupçonné de détournement de fonds dans un projet de prison à Kisangani. Le parquet demande la levée de son immunité parlementaire. En RDC, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est visé par une demande de levée d'immunité adressée à l'Assemblée nationale par le procureur général près la Cour de cassation. Il est soupçonné de détournement de fonds dans un projet de 39 millions de dollars destiné à construire une prison à Kisangani. Déjà 19 millions ont été versés à une société sans contrôle ni approbation de la première ministre en violation des procédures. Le financement provenait du Frivao, fonds sous tutelle du ministre et non du Trésor public. L'Association africaine de défense des droits de l'homme appelle à la prudence, estimant que s'il y a détournement, Mutamba doit être poursuivi, mais s'il s'agit d'accusations politiques, il mérite soutien. Selon les informations, les tensions entre le ministre et le parquet datent de novembre 2024, lorsque Mutamba avait ordonné une enquête sur un immeuble acheté à Bruxelles par le procureur général. Certains y voient un possible riposte. Selon certaines opinions judiciaires, l'affaire doit être traitée avec sérieux, sans esprit de vengeance. Les autorités tanzaniennes ont coupé l'accès à la plateforme sociale INS. Cette mesure fait suite à une série de cyberattaques visant des comptes institutionnels, notamment celui des forces de l'ordre. Les pirates y avaient publié de fausses annonces concernant le décès de la présidente Samia Hassan, accompagnées de contenus inappropriés. Les autorités tanzaniennes ont bloqué mercredi l'accès au réseau social INS après le piratage de nombreux comptes gouvernementaux. Les hackers ont annoncé à tort sur un compte ministériel la mort de la présidente Samia Suluhu Hassan. Ils ont aussi publié de nombreuses fake news, des propagandes et des messages pornographiques sur le compte de la police mardi soir. Nous sommes à la recherche de ceux qui diffusent de fausses informations, a déclaré la police tanzanienne dans un communiqué. Le porte-parole du gouvernement Gerson Sigwa a déclaré que le cyberespace tanzanien était sûr et qualifie ces attaques d'incidents mineurs. Il a par ailleurs exhorté les citoyens au calme. En Tanzanie, de nombreux politiciens intellectuels et critiques expriment librement leur opinion sur INS, même si l'approche des élections leur fait craindre le pire. Cette cyberattaque intervient dans un climat tendu après l'interdiction d'entrée en Tanzanie de l'opposante kenyane Martha Karua et ses collègues lundi. Place au sport à présent, dans une rencontre peu emballante techniquement, mais d'une intensité physique digne d'une finale européenne. Tottenham s'est défait de Manchester United et remporte la 3e fois de son histoire la Ligue Europa. Gaius Agboakonou nous replonge dans ce duel 100% anglais. Ce mercredi à Bilbao, Tottenham remporte la finale de l'Europa League face à Manchester United. C'est le premier trophée européen remporté par les Spurs depuis 1984 et le premier titre majeur depuis la Coupe de la Ligue anglaise en 2008. Brennan Johnson a inscrit le seul but de la rencontre à la fin de la première mi-temps pour permettre aux Spurs de sauver une saison difficile. Cette victoire leur assure une qualification directe pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Et c'est ici que s'achève ce rendez-vous sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement sur Icon TV pour ne rien rater de l'information. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.